Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui chaque jour arrivent en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne? Ceci est un message pour toi, François Hollande. Ceci est un message pour tous les habitants de la France. Combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non assimilés, sensibles aux thèses les plus radicales et les plus destructrices, en rupture totale avec nos principes républicains? Cruellement prophétique, l'avertissement de Marine Le Pen en 2012 n'a pas suffi à réveiller une caste politique enfermée dans ses dogmes immigrationnistes. Les attentats et les tueries de Toulouse, Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du Bataclan et de Bruxelles sont venus rappeler dans l'horreur que le terrorisme islamiste n'était pas un fantasme des adversaires du vivre ensemble, mais une sanglante réalité. Alors comment répondre aujourd'hui à la crise terroriste sans précédent que traverse la France et l'Europe occidentale? Ce sera le thème de la prochaine conférence organisée par le groupe ENL à Paris, autour de Louis Alliot, député européen, et de son invité, le criminologue Xavier Hofer. C'est en posant le bon diagnostic sur les causes de ce djihadisme qui ronge l'Europe que l'on pourra administrer le bon traitement pour guérir nos nations de ce terrorisme islamiste qui l'a frappé. Nous recevons aujourd'hui Xavier Hofer, criminologue, professeur d'université, qui va évoquer avec nous le problème du terrorisme en Europe, ce que nous avons vécu à Paris, les enjeux, les perspectives, pour bien montrer la carence de l'État, la carence des services publics au sein de cet État, la responsabilité des politiques dans ce qui a frappé la France, que beaucoup déjà pressentaient et qui malheureusement aujourd'hui devient une vérité. Sommes-nous armés idéologiquement pour faire face à ces nouvelles menaces ou à ces menaces? Parce que moi j'ai quand même l'impression que tout est fait pour nous désarmer idéologiquement et pour être en quelque sorte contemplateur du désastre qui se joue sous nos yeux, et puis les renoncements, qu'on le veuille ou non, de l'ensemble de la classe politique au pouvoir depuis déjà longtemps. Avec une curiosité, j'ai relu le compte rendu de l'audition de l'ancien patron des renseignements généraux, Yves Bertrand, où il explique déjà à l'époque la mutation de l'islamisme dans un certain nombre de quartiers de nos villes, sur les soutiens à l'extérieur de pays qui sont les alliés de la France, sur la technique d'infiltration des écoles, du milieu du travail aujourd'hui, de la manière dont ils testent les protections de la République française. Tout cela aujourd'hui, eh bien, ce sont des problématiques qui se posent. En espérant, en écoutant M. Hofer, qu'on y trouvera évidemment des solutions, parce que la France n'a pas vocation à tolérer ce genre de choses éternellement. Les événements du 13 novembre et précédemment ceux du début du mois de janvier 2015 ont été un grand révélateur. Elles ont fait remonter à la surface un certain nombre d'insuffisances flagrantes concernant l'Europe en général et la France en particulier. N'oublions pas qu'au cours de l'année 2015, il y a eu plus de personnes assassinées pour motifs paramilitaires, pour ne pas employer un terme qui fâche, qu'il n'y en avait eu depuis la libération de Paris. Donc c'est un fait très grave. Et les raisons pour lesquelles tout cela s'est produit et ce vers quoi ça nous conduit, rien de tout ça n'a été clairement analysé ni clairement compris. Qui sont ceux qui nous attaquent? Qui est aujourd'hui celui qui a porté la guerre chez nous, c'est-à-dire l'ennemi au sens le plus classique de la première leçon, premier jour, première heure de sciences politiques, hein. L'ennemi, c'est celui qui vous attaque. Et donc, comment le désigner, comment le qualifier? Cela a-t-il été le fait à l'heure actuelle? Et qu'a-t-on fait pour riposter? On a beaucoup communié dans la douleur, ce qui était normal, on a beaucoup célébré, on a beaucoup marché. Nous n'avons toujours pas à l'heure actuelle de réponse claire à deux questions qui sont fondamentales, et c'est cela dont je vais parler tout à l'heure. La première question, et elle est tout à fait cruciale parce que depuis Sun Tzu et plusieurs siècles avant notre ère,
nous savons que la question qui est l'ennemi est absolument fondamentale. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'État islamique? Eh bien, curieusement, on ne le sait pas très bien. Et deuxièmement, vous avez le deuxième point fondamental, que faut-il faire aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme? Or, j'observe que depuis Charlie Hebdo et l'hypercacher jusqu'à aujourd'hui même, rien n'a été fait pour réformer l'appareil antiterroriste français. Voilà, ce sont mes deux grandes inquiétudes. C'est de cela dont je vais parler tout à l'heure et je pense que ça contribue au débat et faire ça au Parlement européen est naturellement important. L'existence désormais sur le territoire européen, car ce n'est pas qu'en France, vous avez vu en Copenhague il y a 2 ans, il s'est produit un phénomène à la MERA radicalement semblable, et des phénomènes comme ça, comment les détecter à temps? Et ces phénomènes, la détection à temps, tout est dans le à temps. À temps, c'est veut dire avant qu'il y ait 150 Maccabées dans les rues, voilà, quoi, à temps. Donc aujourd'hui, il faut agir vite, il faut agir à temps, et on n'a pas l'impression que ceux qui nous dirigent aient compris ça, puisque, c'est la deuxième question que je pose, que se passe-t-il en matière effective d'antiterrorisme? On ne parle pas des commémorations, on ne parle pas des effusions, on ne parle pas des plantages d'arbres ou des concerts place de la République, on parle de l'antiterrorisme effectif. Depuis le 15 janvier, mi-janvier 2015, rien n'est arrivé. Si, aux environs de l'affaire de Charlie Hebdo, à la coordination antiterroriste du ministère de l'Intérieur, où on met autour de la table tous ceux qui, de près ou de loin, ont à voir avec la lutte antiterroriste, il y avait à l'époque, je peux le souvenir, mais 19 ou 20 organismes différents qui se marchaient sur les pieds. Aujourd'hui, il y en a 22. Un système comme ça prend l'eau par tous les bouts, ne demande qu'à fuir. On est par essence dans... C'est pas un sujet de plaisanterie, mais vous savez, le vieux proverbe américain qui exprime le pragmatisme yankee du nord-est des États-Unis. Qu'est-ce qu'un chameau? C'est un cheval dessiné par un comité. Et bien voilà, on est dans le comité là. Hein. Donc 22 services différents, entités diverses. Bientôt, il y aura le bureau des longitudes et des gardes champêtres. Et imaginez que tous les pays de l'Union européenne aient un système aussi complexe. Si on veut les mettre tous ensemble pour faire une coordination au niveau européen, il faut la mutualité. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, pas plus qu'en 2012, la France n'a de service antiterroriste. Les bonnes méthodes, elles ont ça en commun de ne pas coûter cher. Faire un service antiterroriste, vous prélevez des compétences, il n'y a pas un centime de plus à la fin de l'année. Quant aux instruments, ils existent déjà, simplement, ils ne sont pas utilisés de manière optimale parce qu'au sommet, la compétence n'est pas suffisante pour dire voilà, moi je veux ça, et le reste je m'en fous, mais ça je le veux. C'est ça le problème. Lorsqu'il y a eu l'attentat à Boston, la Russie a fait savoir qu'elle avait prévenu les États-Unis que les 2 frères tchétchènes avaient le profil, etc., et qu'ils étaient arrivés sur le territoire américain. Lorsqu'il y a eu les attentats à Paris, un certain nombre de membres du service syrien ont fait savoir qu'ils avaient eux-mêmes la liste de gens dont le profil était détecté comme étant des terroristes, etc. Donc la question que je pose, c'est quelle peut être l'efficacité d'une mesure qui est présentée au niveau européen comme la mesure censée régler l'intégralité du problème du terrorisme, qui est le PNR, c'est-à-dire en quoi surveiller 500 millions de personnes qui voyagent peut avoir une efficacité quelconque. Est-ce que, enfin il me semble que pour le coup c'est l'aiguille dans la botte de foin, est-ce qu'il vaut mieux pas suivre l'aiguille plutôt que de traiter la botte de foin en se disant que dans la botte de foin il y aura une aiguille? Je veux dire, est-ce que tout ça c'est de la pub, c'est de la com, d'après vous, ou est-ce que ça a la moindre chance de pouvoir représenter
un instrument efficace de lutte contre le Non, terrorisme. mais évidemment non, c'est une de leurs lubies. Ça fera pas de mal, mais ça, s'il y a un terroriste de moins à la fin du dispositif, je me fais moine, quoi. Voilà, c'est pas ça. On ne peut pas régler les problèmes politiques par des moyens techniques. On sait ça depuis genre Aristote. Il n'arrête pas. Échelon a-t-il empêché le 11 septembre? Évidemment non. Prisme a-t-il empêché l'attentat de Boston? Évidemment non. Parce que quand vous créez un système de surveillance électronique, il ne surveille que ce que vous lui demandez de surveiller. Dans Prisme, comme dans Échelon, il y a ce qui s'appelle des dictionnaires avec des mots-clés. Si jamais, une fois, en plus, je suis sérieux, au début des années 2000, je suis arrivé à une conférence à Washington, j'ai prononcé, en 2000 ou 99 ou 2000, j'ai prononcé dans cette conférence le mot salafisme et salafia. Aucune des gens des services de sécurité des États-Unis n'avait idée de ce que ça pouvait bien être. C'était juste depuis 1950 qu'ils étaient maqués avec l'Arabie saoudite. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le sens de ce mot. Moi, tout ce que je vous dis se situe dans le domaine du préventif. On est dans un monde où il faut comprendre très vite et comprendre à la vitesse où les choses se passent, où un Abdeslam se radicalise et devient un fou furieux en 10 jours, alors qu'avant il était en boîte de nuit et qu'il buvait de la vodka. Donc on n'a pas le luxe, on n'a plus de profondeur stratégique, si vous voulez. Il faut comprendre vite. Je me demande si à l'heure actuelle, ne parlons même pas de l'Union européenne, ce serait pathétique, mais si la France a les moyens de comprendre un certain nombre de phénomènes à temps. Je ne suis pas plus fort que les autres, mais un individu seul, il comprend toujours plus vite qu'une foule. Donc je pense qu'il faudrait doter l'appareil d'État des moyens de comprendre et des experts qui lui permettent de comprendre. Ces experts existent. À l'heure actuelle, au lieu d'utiliser des tocards ou des intellos machin à la gland comme ceux qu'on a utilisés pour nous donner des leçons de morale sur la Libye, see what I mean, eh bien, on ferait bien d'utiliser des gens comme ça. Ils existent, on les connaît, ils sont là, et ils ne demandent pas mieux, qu'ils soient français ou des pays voisins et amis, que de fournir des informations. Il faut être informé et vite. Telle est la morale de l'histoire.